Avez-vous l'intention de quitter Montréal? 187 Cube Radio, quitter Montréal, parce que les projections, en tout cas, semblent aller abonder dans ce sens-là. On dit que Montréal pourrait perdre 10 % de sa population d'ici 2050. On a parlé tantôt de trafic, mais il n'y a pas juste ça. Là. Il y a le prix, évidemment, de l'immobilier. Moi, dans 10 ans, Karima, je pense que je ne serai plus ici. Sincèrement, là, 10 ans, là, dans 10 ans, je ne serai plus à Montréal. Comme beaucoup de gens, comme beaucoup de gens qui disent j'ai quitté, je reviens à Montréal une fois de temps en temps et je réalise à quel point c'était une bonne idée de quitter. Il faut lire la chronique de Maxime Bergeron dans la presse. Mm-hmm. Il est allé rencontrer du monde parce que, il y a les brasseurs de Montréal qui déplacent leur production en dehors de Montréal. Molson Coors a fait la même chose et il rencontre des gens qui lui disent, c'est ça. Moi, j'habite à Québec. Quand j'arrive à Montréal, soudainement, j'ai déjà la nostalgie de Québec. Ça, c'est un sentiment qui est de plus en plus ambiant. Oui, tu as raison, puis c'est vraiment inquiétant, parce que quand je t'entends là-dessus, puis je te disais que moi-même, j'avais l'impression que ça me donne moins envie Montréal qu'avant. C'est-à-dire que moi, j'avais Montréal tatoué sur le cœur. Je l'ai encore. Fait que, je veux encore défendre ma ville. Je veux encore m'y projeter. J'y habite. J'y suis née. Je trouve qu'il y a une belle atmosphère quand même, à Montréal. Ce côté, comme tu disais, un peu festif, le côté cool. Les gens sont sympathiques et tout. Mais j'ai des irritants. J'ai vraiment des irritants. Premièrement, sur la question de la langue française, excuse-moi, mais oui, Montréal, c'est énormément anglicisé. C'est problématique. Quand tu n'arrives plus à vivre complètement dans ta langue, que tu vas dans un commerce puis tu te fais parler en anglais, c'est pas juste un mythe. Là. Je veux dire, on vit ici, puis c'est une réalité. C'est quelque chose qu'on observe, cette anglicisation, même dans les rues. Tu vas entendre énormément parler en anglais. Va te promener sur la rue Sainte-Catherine. Là, je suis allée pas plus tard que la semaine passée. J'étais sur Sainte-Catherine d'aller magasiner 2-3 affaires. Puis, je veux dire, le son ambiant, c'est anglais. J'ai rien contre être une ville cosmopolite. J'ai rien contre le fait que les gens maîtrisent plusieurs langues, que tu parles anglais, le français, espagnol. C'est pas ça le point. C'est juste, t'es-tu dans une ville francophone ou t'es dans une espèce de ville, je sais pas, moi, je suis à Détroit, je suis à Montréal Philadelphie. veut devenir Toronto, elle veut devenir New York. Donc, Montréal veut devenir New York. Donc, j'ai un problème avec ça, vraiment. Et le prix de l'immobilier qui a complètement augmenté. Tu sais, avant, je me rappelle, tu sais, je me dis, quand j'ai commencé ma vie de jeune adulte, j'ai pu prendre mon premier appartement, tu sais, mon 3,5 en ville. J'étais capable de le payer. J'avais pas des sommes faramineuses. Là, tu sors de l'école, tu as un premier job, tu n'es pas très, très bien payé, mais j'étais capable de m'offrir ce petit 3,5 sympathique et tout pour commencer ma vie tu sais, de jeune. Là. Et aujourd'hui, je regarde tu sais, mes neveux qui se disent... non, eux, ils sont sur la Rive-Sud, puis ils me disent, non, Montréal, ça ne m'intéresse pas, je déteste venir à Montréal, c'est congestionné, c'est trop cher, c'est quoi mon but, pourquoi je viendrais ici? Fait que, tu sais, c'est frappant. Et tu as mentionné, effectivement, la chronique ce matin de Maxime Bergeron dans la presse, puis les chiffres qu'on a eus également. On dit l'essentiel de la baisse est projeté et lié à l'immigration. Sur la question du robinet là, des travailleurs étrangers temporaires, bon, moi, je me dis, excuse-moi, ça, à court terme, c'est quand même une bonne nouvelle. On était quand même dans un dérèglement. Fait qu'on ne pleurera pas sur le fait qu'on commence à resserrer un petit peu plus sur cet enjeu-là. Je pense que c'était une urgence. Ça a fait quand même, oui, ça a contribué à faire augmenter le prix des logements, le prix de l'immobilier. C'est une réalité. Donc, ça, à court terme, tant mieux. Le problème, c'est l'exode de Montréalais, comme toi, tu dis dans 10 ans. Non, je pense que je vais partir. Moi, je me questionne. Je tiens à bout de bras à ma ville. Donc, je me dis, je veux rester, mais à quel prix? À un moment donné, pas plus folle qu'un autre. Là, je me dis, écoute, je vais pouvoir m'offrir tel logement, avoir plus d'argent pour voyager, pour faire d'autres choses de ma vie, être juste plus relax, moins stressé, pas pogné dans les bouchons. T'sais, la fille commence à y penser un petit peu. Et l'autre chose, on dit le prix médian d'une maison unifamiliale, ça atteint 850 000 $ dans l'île. Puis si vous allez plus vers la couronne nord, c'est à peu près, ça descend à 595 000 $. On parle dans l'article des jeunes familles qui quittent en masse pour s'installer en banlieue ou en région, 2 fois plus nombreuses, on en parlait la semaine passée, 2 fois plus nombreuses à s'exiler hors de Montréal qu'à s'y implanter depuis 25 ans. C'est des chiffres quand même, là, c'est désastreux. Non, c'est désastreux. Puis je veux dire, est-ce que Montréal a une vision? Est-ce que Montréal s'en va dans une direction? Peu importe si c'est la bonne ou la mauvaise, je me pose des fois cette question-là. Moi, j'accepterais qu'on aille dans la mauvaise direction, sur le plan, par exemple, de l'architecture, sur le plan, par exemple, des festivals qu'on proposerait. Ça me dérangerait moins qu'on aille dans une mauvaise direction
qu'on aille dans aucune direction. Je veux une direction. Je veux un sens. Je veux marcher sur des rues puis me dire, regarde, ici, je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec cette rue-là. Là. C'est une rue de même. C'est ça, c'est correct. C'est pas mon genre ou c'est mon genre, mais des fois, j'ai l'impression qu'on essaye plein d'affaires en même temps juste pour faire plaisir à tout le monde. Il manque de vision. On va en parler avec Isabelle Melançon, qui est PDG de l'Institut du développement urbain du Québec. Bonjour. Bonjour à vous deux. On ne doit pas être les seuls à se dire ces affaires-là parce que elle marquait un point, Karima, là, plusieurs points, mais un en particulier, quand elle disait les jeunes, il fut un temps où ils voulaient venir à Montréal. Moi, les jeunes que je connais, ils disent « Ah, Montréal, on peut-tu faire ça en dehors de Montréal? Tu peux-tu venir chez moi cette fois-ci? Hey, on l'a le festival, on l'a la salle de spectacle maintenant. » Ben, vous avez tellement raison. Il y a plein de facteurs qui font malheureusement que les gens vont quitter la ville. Notamment, puis vous n'avez pas parlé des problèmes d'insécurité, de propreté de Montréal. On en a parlé beaucoup dans les derniers mois, dans les dernières années. Je pourrais aussi vous parler, bien entendu, du coût de l'immobilier. Vous avez raison, ça coûte plus cher. Et il y a des raisons pour lesquelles ça coûte plus cher actuellement. On a pris du retard dans les 4-5 dernières années. Il y avait des règlements qui étaient mis en place puis qui nous empêchaient et qui empêchaient les promoteurs de bâtir, de sortir du logement de terre. Puis malheureusement, il y a des promoteurs qui ont dit comme c'est pas possible à Montréal parce que ça coûte beaucoup trop cher, parce qu'on avait donné une certaine direction qui était pas la bonne et on l'avait répété à l'administration de l'époque en disant ben non, ça va coûter vraiment trop cher. Il y a plein de promoteurs qui ont décidé de partir. Du côté de Laval, du côté de Longueuil, bref, dans les couronnes. Et là, il s'est vraiment développé beaucoup de logements à moindre coût. Donc, les jeunes familles se disent, peut-être que j'ai ma chance justement de m'en aller du côté de Laval, du côté de Longueuil, du côté de Brossard ou à Repentigny. Puis là, on m'a sorti du logement de terre qui répond à mes besoins parce que j'ai un 5,5 que je suis capable de me payer. Puis vous savez quoi? Je prendrai le train puis j'irai travailler à Montréal en train. Ça, on l'entend de plus en plus. Et c'est pourquoi la rareté des logements a fait grimper les coûts, bien entendu. Et aujourd'hui, on subit les conséquences parce que vous le savez, là, lorsqu'on décide de bâtir un 200 appartements, par exemple, ça prend 3, 4, voire même 5 ans avant d'avoir bâti le projet. Alors, on est dedans aujourd'hui, on est en train de payer pour des décisions qui ont été prises il y a 4, 5 ans. Mm-hmm. Et est-ce qu'on a un peu abandonné les familles quelque part? C'est pas, parce qu'on voudrait qu'elles restent, mais c'est difficile là, dans la grande région de Montréal de leur offrir des fois des choses qui sont en adéquation avec leurs besoins. Est-ce qu'on les a un petit peu abandonnés? C'est une bonne question. Je lisais la semaine dernière, la SCHL sortait leur étude, puis ce qui se disait, c'est ça va prendre du plus grand logement, puis peut-être moins luxueux. Moi, je me suis mis un peu à sourire quand j'ai entendu ça, parce que je me disais, si les logements sont moins grands, c'est justement parce qu'on arrive avec plein de coûts supplémentaires. Il y a eu une explosion des coûts en immobilier et dans certaines villes plus que dans d'autres. Donc, de plus en plus, les logements sont plus petits parce qu'il y a une capacité de payer qui est déjà atteinte par ceux qui vont acheter ou louer ces logements-là. Et malheureusement, les villes et les gouvernements mettent pas en place les outils nécessaires pour faire diminuer le coût du logement. Par exemple, là, ce qu'on appelle le red tape. Vous savez, là, la surréglementation, puis à un moment donné, ça prend ben des permis qui coûtent ben cher, puis qui sont ben longs à obtenir. Puis malheureusement, ça aussi, il y a des coûts à cela. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse soulever chacune des pierres, tant du côté du gouvernement fédéral, provincial que dans les municipalités. Il faut regarder comment on peut faire pour baisser les coûts. Et j'entendais la mairesse de Montréal dire, elle a la préoccupation, là. Elle a vu les chiffres perdre quelque chose comme 167 000 personnes d'ici 2030. C'est demain matin, là. 2030. Mais c'est 13% de la population, ça. 13%. C'est énorme. Donc, pour nous, bien entendu, du côté de l'Institut de développement urbain, on se pose des questions et je vais dans le même sens que la mairesse, là. C'est préoccupant. C'est pas une bonne nouvelle pour Montréal. Mais en même temps, quand je vois qu'on compare Montréal et d'autres villes, je me dis que Montréal n'est pas la seule grande ville à vivre des problèmes comme ceux qu'on évoque aujourd'hui. On peut être très, très pessimiste. Là. Ouais. Mais de l'autre côté, ouais.
Oui, allez-y. Non, ben allez-y. Non, j'allais dire, d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de positif à court terme? C'est-à-dire que, parce qu'on dit aussi, l'essentiel de la baisse projetée est lié à l'immigration, notamment aux travailleurs étrangers temporaires. Je suis désolée, mais au cours des dernières années, il y a eu cette explosion en termes, là, pour ce qui est des flux migratoires, il y avait moins de régulation. Et là, on s'est rendu compte que ça a eu des impacts sur le logement, notamment sur les services, sur la francisation. On n'était pas prêt. Il y avait eu un manque de construction de logements, mais aussi, c'est que ce n'était pas adapté, disons, à la capacité d'intégration, ne serait-ce que physique. Donc, quelque part, est-ce qu'on ne va pas non plus faire en sorte que peut-être ça va baisser un peu? Peut-être que les prix vont un petit peu s'ajuster aussi. Il ne peut pas avoir des effets bénéfiques aussi à ça, à court terme, quelque part? Il n'y a pas une grande ville dans le monde qui a bénéficié de façon avantageuse d'une perte de démographie. Pas une ville. Non, mais quand il y a une explosion démographique dans un très court laps de temps, il n'y a pas non plus des avantages à ça. On l'a constaté, là. Ouais, ben moi, je suis pas prête à mettre le fait que c'est à cause des immigrants temporaires qu'on paye plus cher nos logements, là. Moi, je fais pas la même adéquation que vous. Du tout, on pourrait j'ai pas dit qu'il y avait que ça. J'ai dit qu'il y avait un manque de construction de logements, mais il y a eu un dérèglement. Oui. Ça a été quand même mentionné ça a eu un impact sur la pression sur le marché locatif, par exemple des logements qui étaient plus abordables. Il y en a pas à un moment donné pour tout le monde des logements plus abordables, là. Ben, ce que je vous mentionnais d'entrée de jeu, c'est de dire que malheureusement, quand on veut bâtir, ça prend 4 à 5 ans. Puis quand on prend des décisions politiques, je dois le dire, là, d'ouvrir ou de pas ouvrir des flots d'immigration, ben souvent ça se prend du jour au lendemain, puis ça commence dès le lendemain. Mm-hmm. Donc on doit prévoir les choses et de la prévisibilité là en immobilier. C'est un mot qu'on apprend très, très, très rapidement. C'est ce qu'on souhaite le plus possible. Je pense qu'il y a des leçons à tirer de ce qu'on a vécu. Je pense que si on veut aller de l'avant rapidement, on doit le faire, là, mais comme maintenant, parce que on le sait qu'on va devoir réaugmenter certains paramètres en immigration. On fait plus d'enfants. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait des gens qui viennent d'un peu partout. On le sait, les boomers sont à la retraite, on a moins de monde au travail, il y a plus de services à payer. Ouais. Bref, tout ça mis ensemble, je pense que ça prend une meilleure coordination. C'est ça. Je pense que c'est le mot qu'on doit retenir ici. Mais on doit aussi rapidement arriver à Montréal avec des vrais... puis je vais reprendre un peu ce que M. Villemur disait tout à l'heure, là. Il faut se donner la chance d'essayer des trucs. Et peu importe c'est quoi. C'est ça. Pas n'importe quoi. Moi, je suis moins exigeant que vous, là. Hein? N'importe quoi, là. Une piscine publique, n'importe quoi. C'est vrai, Rémi est à un stade qui me dit, là, regarde, à un moment donné, juste, comme on dit, shootez-nous, donnez-nous des idées, là, faites de quoi. Ouais. On est comme à l'étape que, finalement, n'importe quelle mesure, tu vas la prendre parce qu'on a l'impression qu'on est dans l'immobilisme. Parce que, Mme Melançon, la dernière idée que j'ai entendue, c'est on va appeler le quartier latin le quartier de la francophonie. Là, tu te dis, OK, dans une ville, la métropole francophone des Amériques, on va appeler le quartier latin. Là où il y a l'UQAM, là où il y a le Théâtre Saint-Denis, on va appeler ça le quartier de la francophonie. Vivement une piscine, n'importe quoi, un petit parc, quelque chose. Ben, nous, ce qu'on souhaite rapidement, c'est de voir justement le règlement métropole mixte, le RMM, là, changer de vocation, puis nous permettre justement de pouvoir bâtir des logements qui vont répondre aux besoins des jeunes familles, aux besoins des gens qui sont vieillissants, mais il faut aussi que les villes se posent les bonnes questions en disant qu'est-ce que moi, chez nous, là, je peux faire pour diminuer les coûts? Parce que quand je vous parlais de red tape tout à l'heure, là, puis quand je parle de la surréglementation, l'argent qui est payé par les contribuables du Québec et par les futurs locataires propriétaires, mais c'est de l'argent qu'on perd qui reste même pas dans le système. Donc, est-ce qu'on peut commencer par regarder là, diminuer les coûts, donner de l'air, puis offrir des logements dont on a besoin aux Montréalais, aux Montréalaises? Je pense que ce serait une bonne idée. Je pense que ça va peut-être faire son petit bout de chemin. Peut-être. Merci beaucoup, Merci Isabelle Melançon, PDG de l'Institut de développement urbain du Québec. Karima, merci. Il y a une affaire qu'ont en commun tous les maires, toutes les mairesses qui sont passées depuis que je suis né.
ils ont toujours dit, ben, tu sais, nous, on est arrivé après une administration qui avait négligé des affaires. Ils ont tout dit ça. Valérie Plante a dit ça, du maire qu'elle avait remplacé. Coder, Soraya Martinez-Ferrada, on l'entend beaucoup ça. Et en passant, je ne questionne pas la véracité d'un tel énoncé, mais c'est parce qu'à un moment donné, jusqu'à quand on va remonter? Ça a commencé quand, les problèmes? Est-ce qu'on est en train de... Mettons, est-ce que Mme Soraya Martinez-Ferrada est en train de réparer les erreurs de Valérie Plante ou est en train de réparer les erreurs de Gérald Tremblay? C'est-à-dire, on est rendu dans combien de couches de problèmes qu'on a ajoutés? C'est là que ça devient un argument politique que moi, je n'entends plus. Parce que ça devient comme un peu facile. Tu dis, ben nous autres, c'est compliqué. Là. On est arrivé, la table n'était pas en ordre, les documents étaient à l'envers, il n'y avait rien, ça marchait pas. Tu sais, donnez-nous du temps. Donnez-nous du temps, c'est par contre une affaire assez honnête que Mme Soraya Martinez-Ferrada a dit. Ça, j'avais rarement entendu ça dans ma vie. Un politicien dire, écoutez, je vais dire la vérité, ça va juste s'empirer. Elle a dit ça à un moment donné, ça va s'empirer. Elle a dit l'état des routes, vous pensez que c'est ça là, le pire? Non, ça va être pire. Dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans. En fait, c'est que tu abaisses les attentes quelque part pour pas te faire critiquer, peut-être. Moi, j'ai trouvé ça honnête. J'ai trouvé ça méga déprimant, mais j'ai trouvé ça honnête quand même. Oui, c'est un peu déprimant, quand même un petit peu. Oui, il y a ça, effectivement, de mettre toujours la faute sur le passé. Donc, comme ça te permet de te dédouaner un peu. Puis, comme je te dis, de créer des attentes à la baisse. Mais ça permet aussi de ne pas parler ou de détourner la conversation sur les sujets difficiles, les sujets tabous. D'ailleurs, j'ai trouvé l'entrevue avec Mme Melançon très intéressante, puis elle a donné des pistes, puis c'est vrai, le logement, le prix du logement, le prix de la construction, comment ça que ça a tellement augmenté aujourd'hui, cette difficulté. Mais à un moment donné, il n'y a pas que ça aussi. C'est comme s'il y a des sujets autorisés. On peut parler des problèmes en disant il n'y a pas eu assez de construction de logements. Ça, on peut en parler. Ça, on peut. Ça, c'est bien correct de parler de ça. Le prix de l'immobilier, c'est bien correct. Là, tu vois, dès que je parle un peu, OK, mais ça se peut-tu aussi que sur la question des flux migratoires au cours des dernières années, tu sais, on l'a non pas seulement échappé, mais pour une question d'idéologie aussi, on est dans cette idée d'immigration massive. Là, je sais que je vais me faire lancer des tomates. Immigration massive, on peut pas dire ça. Ben oui, on peut dire ça. Là. Je pense qu'on peut le dire. C'est un enjeu de planification. C'est sûr que si tu n'es pas dans cette régulation, c'est pas d'être contre. Là. Moi, je suis pas contre l'immigration, pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, quand il y a un dérèglement, oui, ça a un impact sur les services, ça a un impact sur le logement. Il n'y a pas une quantité industrielle de logements qui sont plus abordables. Donc, c'est vrai que tu as des condos de luxe, mais les gens ne veulent pas les louer parce que c'est trop cher. Donc là, tu te retrouves avec un déséquilibre de ces logements-là et de l'autre côté, des logements abordables. Sur la francisation, c'est là que tu te retrouves... Attends, juste sur la question des flux, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut te répondre. C'est que si on n'y avait pas d'immigration et qu'on ne faisait pas d'enfants, on perdrait de la population. Et maintenant qu'on réduit les seuils, on perd de la population. Donc, c'est peut-être pour ça que tantôt, Mme Melançon comprenait pas, n'était pas d'accord avec toi. C'est que dans les deux scénarios, qui sont fait les deux seuls scénarios qui existent, là, parce que je rappelle quand même qu'on ne peut pas demander là, explicitement aux gens de se mettre à refaire des enfants. Ça se passait comme pas possible de faire ça. Fait que dans un scénario où il n'y a pas d'immigration et on ne fait pas d'enfants, la population baisse. Dans un scénario où l'immigration baisse, la population baisse. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, là, il y a deux affaires. Et c'est pour ça que moi, sur la question, exemple, quand je parle des familles, souvent, c'est un enjeu pour moi qui est important parce que il y a des familles, évidemment, qui adorent vivre à Montréal, puis tant mieux, là, une chance qu'il y en a, des familles. Moi, j'ai grandi à Montréal, puis on a grandi, puis j'étais pas dans une grande maison, là. Il y a des périodes, je veux dire, on a vécu dans des appartements à Montréal, dans des quartiers. J'ai grandi dans le quartier Côte-des-Neiges, j'ai habité à Huntsic. C'était pas une affaire de luxueux, puis j'étais très heureuse de vivre en ville. C'était pas ça. Mais au moins, je veux dire, on avait quand même un appartement, un peu d'espace et tout. Mais tout ça pour dire, cette idée qu'il y a des familles qui se disent, on va quitter l'île. Tu as aussi beaucoup de francophones qui quittent l'île aussi pour l'accès à cette propriété. Je pense que mon point, c'est qu'il ne devrait pas avoir de sujet tabou. Et non, t'as raison. Et je ne suis pas, by the way, je ne suis pas contre l'immigration. Et c'est sûr que, je te dis juste à court terme, je pense que c'est une bonne nouvelle, cette idée de dire, OK, sur l'immigration temporaire, on régule à nouveau. Ça va peut-être aider un petit peu. Mais d'ailleurs, ça aide déjà sur la crise du logement. Même si on est encore en crise du logement, il y a quand même un petit peu d'air que ça a donné. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus large. On parle de l'attractivité de la ville. Quand je te dis vivre
en français cette idée-là aussi. Puis il y a d'autres modèles de société, parce qu'on nous dit tout le temps, il faut plus d'immigration. Attends, t'as le modèle japonais, effectivement, ils sont très, très vieillissants. Ils n'ont quand même pas décidé d'ouvrir puis de dire on va être dans une grande ouverture. Ils viennent d'ouvrir leurs portes à l'immigration. Oui, mais pas autant que... Non, mais on verra pour la suite des choses. Non, mais ils viennent de commencer. Je dis pas que je suis contre. Je dis juste qu'à un moment donné, ce sujet-là... Mais des villes qui perdent en population, elle a raison de dire qu'il n'y en a pas dans l'histoire qui ont rayonné économiquement. Là. Mais non, mais c'est pour ça que ça, c'est la tendance et on en parle aujourd'hui. C'est-à-dire que pour tes familles, tu ne veux pas qu'elles quittent. Ça, c'est une projection. C'est-à-dire que si on fait des choses, on peut contourner la tendance. Si on fait rien, puis qu'on laisse se délabrer, puis on laisse les problèmes d'insécurité, d'insalubrité, de congestion, de prix d'immobilier, de logements qui sont trop petits pour des familles, oui, tu vas créer un exode. C'est ça mon point. Il y a deux éléments. Tu penses que les gens vont partir de régions et revenir à Montréal, comme il y a 30 ans? Non, j'ai pas dit qu'ils partent des régions, mais déjà d'éviter que les gens qui sont ici, comme moi, comme toi, disent qu'ils vont quitter dans 10 ans. Peut-être que si ça change, on va avoir cette conversion dans 3 ans, on va dire, hey, sais-tu quoi? Il y a quand même des améliorations. Je vais pas quitter Montréal. Non, moi, je quitte, moi.